Mon père m'a assommé, a volé mes économies pour financer ses vacances, puis m'a dit « Je ne t'ai jamais considéré comme un fils. Tu n'es qu'un portefeuille sur pattes. » Alors, j'ai employé les grands moyens, et j'ai détruit sa vie. Moi, CS, 31 ans, homme, et je travaille comme soudeur. Célibataire. Doué dans mon travail, mais terrible pour économiser de l'argent. Ma famille a toujours été à court d'argent, mais très généreuse en promesses. L'année prochaine, on fera ce voyage. L'année prochaine, les choses seront différentes. L'année prochaine, on passera vraiment du temps ensemble. 20 ans d'année prochaine. Alors, quand mon père a commencé à planifier de vraies vacances au Costa Rica, je n'ai pas hésité. J'ai vendu mon pick-up, j'ai enchaîné les doubles services, et j'ai vécu en mangeant des nouilles instantanées pendant 8 mois. Mon grand frère Justine venait, ma mère, mon père, nous 4. Le premier vrai voyage en famille depuis mes 12 ans. J'ai donné 2400 € sans y réfléchir à 2 fois. Je me suis dit que c'était le moment, la preuve que nous pouvions encore être une famille. Le jour du départ, je me suis réveillé sur le sol de ma cuisine, le visage collé au lino, et sans aucun souvenir de comment j'étais arrivé là. La première chose que j'ai remarqué, c'est le goût. Métallique, chimique, anormal, comme si quelqu'un avait dissous des pièces de monnaie dans du sirop pour la toux, et me l'avait fait avaler de force. La deuxième chose, c'était la lumière. Le soleil de l'après-midi, qui perçait à travers les stores, avec un angle qui n'avait aucun sens. Je m'étais couché vers 23 h. Mon réveil était réglé pour 4h15. J'étais censé être à l'aéroport à 5h30, pour embarquer sur un vol vers le Costa Rica à 7h15. Au lieu de cela, j'étais allongé face contre terre sur le sol de ma cuisine, dans mes vêtements de la veille, en train de baver sur un carrelage bon marché. J'ai essayé de me lever, et je l'ai immédiatement regretté. Ma tête, c'était comme si on l'avait remplie de ciment frais, pour ensuite m'asséner un coup de masse à l'arrière du crâne. Ce n'était pas une gueule de bois. Des gueules de bois, j'en avais eu un paquet en 31 ans. Là, c'était différent. Ça semblait médical. J'ai rampé jusqu'au plan de travail, et je me suis hissé en utilisant les poignées des placards. Je suis resté là à tituber, clignant des yeux face à la lumière, en essayant de reconstituer ce qui s'était passé. Mon téléphone était sur le comptoir, à côté de l'évier. Éteint. Je l'ai branché, et j'ai regardé le logo Apple apparaître, pendant que mon cerveau se remettait lentement en route. La veille, le jeudi soir, la veille de nos vacances en famille, je me souvenais que mon père était passé vers 19 h. Il avait amené mon grand frère Justine avec lui. Il a dit qu'il voulait revoir les détails du voyage une dernière fois, avant qu'on se retrouve tous à l'aéroport le lendemain matin. Ma mère conduisait de son côté, et séjournait dans un hôtel près de l'aéroport, pour ne pas avoir à se lever si tôt. Papa avait apporté des boissons énergisantes de luxe, disait-il. Une marque importée et chère, que je ne connaissais pas. Il a dit qu'il voulait trinquer au voyage, avant notre départ. Nos premières vraies vacances en famille, depuis plus d'une décennie. Je me rappelais avoir pris une canette. Je me rappelais l'étrange arrière-goût, en l'avalant. Je me souvenais avoir pensé que ça avait un goût un peu bizarre, mais j'ai mis ça sur le compte du fait, que je ne connaissais pas la marque. Ensuite, plus rien, le trou noir absolu, jusqu'à ce que je me réveille sur le sol. Mon téléphone s'est mis à vibrer. J'ai regardé l'heure. 14h47, le 14 mars. Le vol était parti à 7h15, il y a 7h30. J'avais 52 appels en absence, et 134 SMS. La conversation de groupe de la famille, c'était un mur de messages de plus en plus paniqués de ma mère. Le dernier datait de 6h48, nous embarquons maintenant. Où es-tu? Ton père a dit que tu lui avais envoyé un message, pour dire que tu avais changé d'avis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai lu ce message 3 fois. J'ai laissé chaque mot me frapper, un par un. Ton père a dit que tu lui avais envoyé un message, pour dire que tu avais changé d'avis. J'ai ouvert mes messages envoyés. Et c'était là. Posé dans la discussion avec mon père, comme une foutue confession, envoyée à 5h38 depuis mon téléphone. Je ne peux pas faire le voyage. J'ai un imprévu au boulot. Partez sans moi. Ne m'attendez pas. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. J'étais évanoui sur le sol de ma cuisine à 5h38, pendant que la substance de cette boisson circulait encore dans mon organisme.
Mon portefeuille était sur le comptoir. Je l'ai attrapé, je l'ai ouvert, et il était vide. Les 1800 € en liquide, que j'avais retirés de mon compte épargne pour le voyage, mon argent de poche, mon fonds d'urgence, ma réserve pour les imprévus, tout avait disparu. Ma carte Visa de secours, celle que je gardais pour les urgences en voyage, avec un plafond de 3000 €, avait également disparu. Je me suis laissé lourdement tomber, sur une de mes chaises de cuisine. La pièce tournait, et ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils m'avaient fait avaler. Mon père et Justine m'avaient drogué. Ils avaient pris mon liquide, pris ma carte, et envoyé un faux message depuis mon téléphone, pendant que j'étais inconscient. Ensuite, ils avaient pris l'avion avec ma mère, et m'avaient laissé là. Ce voyage, pour lequel j'avais passé 8 mois à économiser. 8 mois d'heures supplémentaires, à l'atelier de soudure. Des doubles services le week-end, à remplacer les gars qui se portaient pâles, et à me porter volontaire pour les nuits, parce qu'elles étaient payées 1 fois et demie. J'avais vendu mon F-150, le pick-up que j'avais reconstruit de mes propres mains sur 2 étés, pour rétrograder vers une Honda Civic de 10 ans, avec 180 000 miles au compteur, et une boîte de vitesse qui donnait l'impression d'agoniser, à chaque passage de rapport. J'avais vécu de nouilles, et de courses au rabais, depuis août. J'avais annulé mon abonnement à la salle de sport, arrêté de sortir, et refusé chaque invitation à boire un verre, ou à aller voir un match. 2400 € pour ma part, plus les 1800 € en espèces, qu'ils avaient volés directement dans mon portefeuille. Mes potes pensaient que j'étais fou. Ce n'est qu'un voyage, m'avait dit Cal, tu en feras plein d'autres. Mais ils ne comprenaient pas. Je n'avais pas fait de vrai voyage en famille depuis mes 12 ans. 20 ans de fête, où tout le monde était trop occupé, trop fauché, ou trop empêtré dans ses propres drames. Cette fois, ça devait être différent. Ça devait prouver que nous pouvions encore fonctionner, en tant que famille. 8 mois de sacrifice, envolés en une nuit. J'ai essayé d'appeler ma mère. Directement sur messagerie. Le mode avion, probablement. Ou peut-être qu'ils avaient déjà atterri, et qu'elle était encore en transit. J'ai essayé de Justine. Pareil. J'ai essayé mon père. Son téléphone a sonné 1 fois, puis a coupé. Il avait rejeté l'appel. C'est d'abord sa veste que j'ai trouvée, accrochée à ma chaise de cuisine. Oubliée dans leur précipitation. Dans la poche intérieure, un flacon de médicaments sur ordonnance. Son nom était sur l'étiquette. Du Zolpidem, le générique de l'Ambien, prescrit il y a 3 mois. Il manquait 6 pilules sur 30. Je l'ai mis dans un sac, sans y toucher. Une preuve. J'ai vérifié mon application bancaire. Les 2400 € que je lui avais virés en novembre, dormaient toujours sur son compte. Il n'avait jamais réservé mon billet. 8 mois de préparation, et mon nom n'avait jamais figuré nulle part. Je n'avais jamais pensé à vérifier. C'était mon père. Ce n'était pas un acte impulsif, décidé sur le moment. Ils avaient planifié tout ça, et j'allais en documenter la moindre parcelle. Je suis allé aux urgences de l'hôpital du comté, et je leur ai dit que je soupçonnais avoir été drogué. Ils ont pris la chose au sérieux. Des échantillons de sang et d'urine, scellés et étiquetés. Les symptômes ont été documentés. Désorientation, faiblesse musculaire, goût métallique, et amnésie rétrograde. Le médecin a dit que cela correspondait à une exposition à un sédatif hypnotique. Les médicaments comme le Zolpidem causaient souvent ce type de trou de mémoire dont j'avais été victime. Le sang et l'urine ont été prélevés, le vendredi à 15h47. C'est le genre de détail qui compte, devant un tribunal. Ensuite, j'ai commencé à penser au Costa Rica. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis connecté à ma boîte mail. J'ai retrouvé toutes les confirmations que mon père avait fait suivre, sur la conversation familiale au cours des 8 derniers mois. La réservation du complexe hôtelier, la navette de l'aéroport, l'excursion en tyrolienne, le rafting en eau vive, la location du bateau de pêche au gros, et la croisière en catamaran au coucher du soleil, avec dîner. Chacune d'entre elles comportait son adresse mail comme contact principal, son nom comme titulaire du compte, et son numéro de téléphone pour les confirmations. Mais je connaissais tous ces mots de passe, et ce depuis des années. Il était nul en technologie. Il était incapable de réinitialiser le mot de passe de sa boîte mail, sans m'appeler en panique. Le même mot de passe pour tout. L'anniversaire de Justine, plus le numéro de rue de notre ancienne maison.
Je lui avais dit 100 fois d'en changer, mais il n'écoutait jamais. J'ai fait craquer mes jointures, j'ai rapproché mon ordinateur, et je me suis mis au travail. L'hôtel en premier. Le Selva Verde Resort and Spa Beachfront Eco Lodge. Cette nuit, 4 personnes. Je me suis connecté à sa boîte mail. Le même mot de passe depuis 10 ans. J'ai trouvé la réservation. Leur système était étonnamment souple. Il suffisait du numéro de confirmation, et de la validation par email. Pas d'appel téléphonique, pas besoin de pièces d'identité supplémentaires. Annulé, avec remboursement traité d'ici 5 à 7 jours ouvrables. J'ai fait des captures d'écran de tout. Les détails de la réservation. La confirmation d'annulation. Le fil de discussion, où il s'était vanté d'avoir négocié un tarif incroyable. J'ai tout sauvegardé, dans un dossier nommé Assurance. Leur vol avait atterri, mais ils allaient être en transit pendant un moment. La douane, les bagages, et le transport terrestre. Les alertes arrivaient sur sa boîte mail, qui était en mode ne pas déranger. Le temps qu'il vérifie, il serait trop tard. La navette de l'aéroport ensuite. L'entreprise Pura Vida Transport. L'annulation en ligne a été réglée en 30 secondes. Ensuite les excursions, la tyrolienne, le rafting, le bateau de pêche, tout a été annulé en moins d'1 heure, avec un seul appel à chaque fois. J'avais tous les détails, grâce aux emails transférés. Le type du rafting m'a demandé le numéro de confirmation. Le nom sur la réservation. Les 4 derniers chiffres de la carte. J'avais les 3. Procédure validée. La croisière en catamaran au coucher du soleil, fut la seule chose que je n'ai pas pu annuler. Leur système exigeait le numéro complet de la carte. Très bien, laissons-leur une belle soirée, dans leurs vacances désastreuses. Disons que c'est mon cadeau d'adieu. Le soir même, j'avais presque tout démantelé. Leur avion avait atterri depuis des heures, mais je savais que mon père laissait sa messagerie en sourdine pendant ses voyages. Il s'était déjà plaint de rater des notifications, lors de précédents séjours. Le temps qu'il regarde son téléphone, et qu'il se rende compte que quelque chose clochait, il serait bien trop tard pour arranger quoi que ce soit. J'ai fait des captures d'écran de chaque confirmation d'annulation, et je les ai toutes sauvegardées dans le dossier Assurance. Ensuite, j'ai fermé mon ordinateur, j'ai pris une longue douche, car je sentais encore les produits chimiques et le carrelage, et je me suis préparé à dîner, pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des jours. Des œufs brouillés, du pain grillé, et du café noir, un simple carburant. Mon téléphone a vibré pendant que je mangeais. Un message de ma mère. Bien arrivé. Il fait un temps magnifique. Heureusement que tu n'es pas venu. Tu aurais été un vrai rabat-joie, de toute façon. Ton père dit que tu agis bizarrement ces derniers temps. J'espère que tu vas remettre de l'ordre dans ta tête. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. J'ai laissé les mots faire leur effet. Elle pensait vraiment que je m'étais défilé exprès. Elle pensait que j'étais le problème. Ma propre mère. Je n'ai pas répondu. Vers 20h, heure du Costa Rica, mon téléphone a commencé à exploser. Le premier message venait de Justine. Mec, il n'y a pas de navette. Elle est où la navette? Ensuite mon père. Appelle-moi tout de suite. Puis ma mère. Chérie, il y a un problème avec notre réservation d'hôtel. Ils disent qu'elle a été annulée ce matin. C'est sérieux. Appelle ton père immédiatement. J'ai regardé les messages s'accumuler, sans répondre. Ma mère essayait de rester calme au début, avant de paniquer de plus en plus. Justine s'énervait de plus en plus. Et les messages de mon père devenaient plus courts et plus agressifs. J'ai attendu jusqu'à 22h, à leur heure locale. Je les ai laissés passer 2 heures entières, à essayer de comprendre ce qui avait déraillé. Je les ai laissés prendre un taxi hors de prix, depuis l'aéroport jusqu'à un complexe qui n'avait plus aucune trace de leur réservation. Je les ai laissés se tenir à la réception, à se disputer avec un personnel qui n'avait aucune idée de qui ils étaient, regardant les autres touristes s'enregistrer sans accroc, tandis qu'ils devenaient de plus en plus désespérés. Puis mon téléphone a sonné. Mon père. J'ai laissé sonner 2 fois, avant de répondre. Sa voix était posée, mais je pouvais entendre la tension qui s'y cachait. La fureur, à peine contenue, d'un homme dont le plan avait complètement capoté. Travis, qu'est-ce que tu as foutu?
Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'idiot. L'hôtel dit que notre réservation a été annulée ce matin. Toutes les excursions sont annulées. Absolument toutes. Quelqu'un a appelé pour tout annuler. C'est bizarre. Tu devrais peut-être vérifier tes emails. Assure-toi que tout est toujours confirmé, de ton côté. Un long silence a suivi. Tu trouves ça drôle? On est coincé dans un aéroport, dans un pays étranger, sans nulle part où dormir. Ta mère est sur le point de faire une crise de panique. Ça a l'air dur, papa. Presque aussi dur que de se réveiller sur le sol de sa cuisine, avec un portefeuille vide, et un faux SMS envoyé depuis son propre téléphone. Un silence encore plus long. Je pouvais presque l'entendre recalculer sa stratégie. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Au fait, j'ai trouvé la boîte d'Ambien dans ta veste. Celle que tu as oubliée sur ma chaise de cuisine. Ton nom est sur l'ordonnance. Aucun bruit, pendant presque 10 secondes. Quand il a repris la parole, sa voix était différente. Plus basse. Tu portes des accusations que tu ne peux pas prouver. On verra bien. Bon voyage. J'ai raccroché, j'ai bloqué son numéro, et j'ai fini mes œufs. Ils étaient froids maintenant, mais ils avaient meilleur goût, que tout ce que j'avais mangé depuis des mois. J'ai passé mon vendredi après-midi, ainsi que toute la journée de samedi, à monter un dossier en béton armé. Des preuves médicales des urgences. Des relevés bancaires, prouvant que mes 2400 € avaient bien été transférés sur le compte de papa en novembre, et montrant que le SMS annulant ma venue, avait été envoyé à 5h38, alors que j'étais inconscient. Et j'avais des vidéos. Vance, un pote de l'atelier de soudure, avait les enregistrements de sa caméra Ring, pris tôt le vendredi matin. Je m'étais garé chez lui, car mon complexe faisait des travaux sur le parking. À 4h52, le Tao noir de mon père s'arrête. Justine en descend, essaie d'ouvrir ma portière, et regarde par les fenêtres. Ils discutent, font des gestes vers ma voiture, puis vers la maison de Vance, et finissent par partir. 46 minutes, avant l'envoi du faux SMS. J'ai gelé mon crédit bancaire, j'ai déposé un signalement pour usurpation d'identité auprès de la FTC, et j'ai tout sauvegardé dans un dossier sur mon ordinateur, nommé Assurance. Mon téléphone a vibré toute la matinée, inondé de messages désespérés provenant de numéros inconnus. C'était la famille, utilisant les téléphones d'autres personnes, puisque je les avais bloqués. Travis, c'est maman. S'il te plaît, appelle-nous. On dort dans l'aéroport. Frérot, c'est quoi ton problème? Rappelle papa. Il pète les plombs. On a trouvé une auberge. Elle est infestée d'insectes. Appelle-nous. J'ai traversé la ville en voiture, pour aller chez Cal. Lui et moi, étions amis depuis le lycée. C'était la seule personne qui m'avait dit franchement, que partir en vacances en famille avec mon père, était une mauvaise idée. Ce mec a été louche toute ta vie, m'avait-il dit en novembre dernier. Tu te souviens quand il t'a emprunté l'argent de ta remise de diplôme, et qu'il ne te l'a jamais rendu? Fais attention. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque, après tout, la famille reste la famille. J'ai tout raconté à Cal. La drogue, le vol, le faux message, les annulations, et toute la documentation que j'avais mis 2 jours à rassembler. Il a écouté sans m'interrompre, en secouant la tête de temps en temps. Quand j'ai terminé, il a décapsulé un soda, et m'a dit, « Bon, alors c'est quoi le plan ?» Je pensais justement à faire un voyage. Il a haussé un sourcil. Pas au Costa Rica, quelque part de mieux, et je n'y vais pas seul. Réserver un voyage international à la dernière minute, ça coûte cher. Mais je m'en fichais. J'avais ma carte de crédit principale, pas la carte de secours qu'ils avaient volée, et j'avais besoin d'être ailleurs. Cal a été partant tout de suite. Il voulait aller à Porto Rico depuis des mois. Son patron n'arrêtait pas de le tanner, pour qu'il pose ses congés payés. C'était, selon ses propres mots, le destin. Nous avons trouvé un vol au départ le dimanche matin, et un hôtel dans le vieux San Juan. Les vols et l'hôtel pour nous deux, pour 5 nuits, revenaient à 2400 €. Exactement le même montant, que mon père m'avait volé. J'ai trouvé ça plutôt poétique, honnêtement. J'ai payé sans hésiter, et j'ai dit à Cal de garder son portefeuille dans sa poche. Le dimanche matin,
Cal et moi avons pris notre vol pour San Juan. Aucun problème à la sécurité. Un embarquement sans encombre. L'hôtel était encore mieux en vrai. Une suite au 8e étage, avec un balcon surplombant l'océan. Cal a marché directement vers la rambarde, et il est resté là, à admirer la vue. On a passé 5 jours, à faire exactement ce qu'on voulait. On a trop mangé, on a dormi jusqu'à midi, on a loué une Jeep, et on a fait le tour de l'île, les fenêtres baissées. On a trouvé un restaurant à la Parguera, où un vieil homme préparait le meilleur mofongo, qu'aucun de nous n'avait jamais goûté. 4e jour, pêche en haute mer au large de Fajardo. Le capitaine du bateau naviguait depuis 30 ans. Il nous a raconté des histoires d'ouragans, et de clients célèbres. Nous avons attrapé un thon à nageoire jaune, qui nous a pris 45 minutes à remonter. Mes bras avaient l'impression d'être passés dans un hachoir à viande, mais je n'ai rien lâché. Quand on l'a enfin hissé sur le bateau, je tremblais d'épuisement, et d'adrénaline. J'ai posté la photo. Moi, tenant le poisson à 2 mains, les bras tremblants, avec un sourire de crétin. En légende, quand l'univers vous enlève quelque chose, il vous offre quelque chose de meilleur. J'ai éteint mon téléphone juste après, et je ne l'ai pas vérifié pendant 3 jours. Pendant ce temps, ma famille était rentrée du Costa Rica le mardi matin, avec plusieurs jours d'avance. Le dimanche, mes résultats toxicologiques ont été publiés sur mon portail patient. Les urgences avaient effectué un dépistage, et envoyé des tests de confirmation à un laboratoire externe. Le dépistage initial suggérait la présence d'un sédatif. Le test de confirmation est revenu positif aux zolpidem, à un niveau correspondant à une ingestion récente. La note du médecin précisait que les résultats correspondaient à ce que l'on attendrait d'un somnifère comme l'Ambien, administré à l'insu du patient. Le rapport m'attendait sur mon espace en ligne. Je le téléchargerai plus tard. Leur voyage avait été un désastre depuis le début. J'ai appris les détails plus tard, par ma tante, qui recevait des nouvelles de ma mère en permanence. Vendredi soir, heure du Costa Rica. Ils avaient dormi dans l'aéroport de San José. Tous les hôtels des alentours étaient soit complets, soit à plus de 400 € la nuit, parce qu'ils savaient que les touristes bloqués étaient désespérés. Mon père a refusé de payer ce prix-là. De la fierté, de l'entêtement, ou les deux. Ils ont campé près de l'aire de restauration, en utilisant leur bagage comme oreiller. Ma mère a envoyé une photo à ma tante. 3 personnes affalées sur des chaises d'aéroport, sous des néons, avec l'air misérable. Samedi. Un motel bon marché à 1 heure de là, pour 95 € la nuit. Pas de climatisation, et 80% d'humidité. Un sérieux problème de moisissure dans la salle de bain. Justine a dormi par-dessus les couvertures, trop dégoûtée pour toucher les draps. Dimanche, ma mère et mon père ont eu une grosse dispute hurlante, sur le parking du motel. Elle voulait limiter les dégâts, et rentrer à la maison. Lui, insistait sur le fait qu'il pouvait encore sauver le voyage. Justine a pris le parti de mon père, en bon petit soldat loyal, comme toujours. Mon père a essayé de louer une voiture, pour découvrir que sa carte de crédit approchait de son plafond. Entre les frais d'annulation, le taxi hors de prix depuis l'aéroport, et les cautions du motel, il était à sec. Ils ont fini par prendre un bus local pendant 4 heures, pour atteindre une plage, qui s'est révélée être rocailleuse et couverte d'algues. Lundi, ils ont essayé de réserver de nouvelles excursions. Tout était complet. La haute saison. Ils ont pris un vol retour le mardi matin, vaincus et épuisés. Ma mère est rentrée chez elle la première. Elle est allée à mon appartement. Elle avait un double des clés, depuis des années. Vide. Pas de mots. Ma voiture n'était plus là. Elle a paniqué. Elle a appelé ma tante, en pensant qu'il m'était arrivé quelque chose. Puis Justine a vu mon Instagram. D'après ma tante, qu'il a appris de ma mère, Justine a complètement pété les plombs. Il a commencé à hurler, disant que je menais la grande vie au paradis, pendant qu'eux dormaient dans des aéroports, et des motels moisis. Ma mère a affiché la photo sur son téléphone. Moi avec le thon, l'océan, le sourire, et la légende sur l'univers qui offre quelque chose de meilleur. Elle l'a fixé pendant un long moment. Puis elle a appelé ma tante, et a posé des questions. De vraies questions, sur ce qui s'était réellement passé, sur le SMS, sur la chronologie des événements. Ma tante, fidèle à elle-même, n'y est pas allée par 4 chemins. Elle lui a répété tout ce que je lui avais raconté,
le réveil sur le sol de ma cuisine, l'argent volé, le faux texto, et le flacon d'Ambien. Ma mère a écouté, sans interrompre, elle a simplement écouté. Puis elle a raccroché, et s'est tournée vers mon père. « Est-ce que tu avais réservé le billet de Trévis ?» Il n'a pas pu répondre. Son visage en disait long. Elle savait déjà. C'est là qu'elle a commencé à poser les vraies questions, concernant cette ordonnance d'Ambien dont elle n'avait jamais entendu parler. Concernant le message envoyé depuis mon téléphone, à 5h38 le vendredi matin. Sur les raisons de leur présence près de ma voiture au beau milieu de la nuit, et sur la raison pour laquelle Justine était avec lui. Mon père a essayé de retourner la situation. Il a dit que j'avais dû me droguer tout seul, et que j'avais probablement piraté sa boîte mail, pour tout annuler. Mais il n'a pas pu produire une seule confirmation, avec mon nom dessus. Il ne pouvait pas expliquer la vidéo de la caméra Ring. Il ne pouvait pas expliquer le flacon à son nom. Il ne pouvait rien expliquer du tout. Ma mère est devenue silencieuse. Vraiment silencieuse. C'est à ce moment-là que Justine a su qu'ils étaient foutus. Ma mère ne devenait aussi silencieuse que lorsqu'elle en avait fini. Complètement fini avec vous. Elle a regardé mon père une dernière fois. Tu as drogué notre fils. Tu l'as volé. Tu l'as laissé inconscient sur le sol. Ce n'étaient pas des questions, mais des affirmations. C'était pas. On ne voulait pas que a-t-il bafouillé. Sors de ma maison, lui a-t-elle lancé. Mercredi, elle l'avait mis à la porte. Vendredi, elle demandait le divorce. Elle n'a pas eu besoin de me demander ma version des faits d'abord, ce n'était pas la peine. Elle avait enfin ouvert les yeux, et vu exactement qui il était. Justine m'a appelé 17 fois cette semaine-là. Il a laissé des messages, allant de la colère au désespoir. Mec, tu détruis la famille. Papa est au fond du trou à cause de toi. Maman refuse de nous parler. Rappelle-moi, ou je te jure que. Je ne l'ai pas fait. J'étais à Porto Rico, à manger des fruits de mer frais, et à dormir jusqu'à midi passé. Cal et moi sommes rentrés le vendredi. J'avais dépensé 3100 € au total. Les vols, l'hôtel, la nourriture, les activités, la sortie en bateau, et les pourboires pour tous ceux qui avaient rendu cette expérience mémorable. Chaque centime en valait la peine. À mon retour à l'appartement, il y avait une lettre recommandée dans ma boîte aux lettres. Une mise en demeure, provenant d'un cabinet d'avocats. Mon père affirmait que je lui devais 6200 € pour ingérence intentionnelle dans des relations contractuelles et destruction malveillante de réservation de vacances, en menaçant de me poursuivre en justice sous 30 jours. J'ai littéralement éclaté de rire, dans le local à courrier. L'audace pure de cet homme en devenait presque impressionnante. Je l'ai apporté à un pote assistant juridique, pour qui j'avais installé une clôture l'été dernier. On était devenus amis pendant ce projet. C'était un bon gars, franc et direct. Il a lu la mise en demeure, a secoué la tête lentement, et m'a dit que c'était n'importe quoi. Les réservations étaient au nom de mon père, effectuées avec son adresse email, payées avec sa carte en utilisant mon argent, certes, mais techniquement, c'était toujours sa carte qui était enregistrée. Même si je les avais annulées, ce qui était absolument le cas, il n'avait aucune base légale pour me réclamer des dommages et intérêts. Les confirmations étaient à lui, les comptes étaient à lui, et l'accès à la messagerie lui appartenait. J'ai juste appelé les entreprises, et prononcé les mots magiques, selon lui. Il ne va pas te poursuivre. C'est de la pure intimidation. Il espère que tu vas paniquer, et payer, juste pour que ça s'arrête, et pour éviter les ennuis. Ne lui donne pas un centime. Et c'est ce que j'ai fait, ou plutôt, ce que je n'ai pas fait. J'ai passé le week-end à défaire mes valises, à rattraper mon retard de sommeil, et à ignorer les 17 messages vocaux de Justine. J'ai téléchargé mes résultats toxicologiques. Positif aux zolpidem. Ajouté au dossier assurance. Lundi, je suis retourné au travail. J'ai eu quelques questions de mes collègues concernant mon bronzage. Je leur ai dit que j'avais fait un voyage de dernière minute à Porto Rico. Je suis resté vague. Mardi soir, je préparais le dîner. Des pâtes, rien d'extraordinaire, quand quelqu'un a tambouriné à ma porte. Pas juste frappé, mais tambouriné, si fort que j'ai cru qu'il se passait quelque chose de grave. J'ai regardé par le Judas. Mon père et Justine se tenaient là, tous les deux l'air furieux. J'ai ouvert la porte,
mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. Qu'est-ce que vous voulez? Le visage de mon père était rouge, les veines de son cou apparentes. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. De quoi? Du fait que tu as détruit nos vacances? Du fait que tu as monté ta mère contre moi? Que tu as fait de fausses déclarations à la police, et répandu des mensonges dans toute la famille? Je n'avais pas encore déposé plainte, mais apparemment, il pensait que je l'avais fait. Il n'y a rien de faux dans ce que j'ai dit, ai-je répondu. Tout ce que j'ai dit à maman, est appuyé par des preuves. Justine s'est avancée, se collant presque contre la porte. Tu crois que tu peux ruiner la vie des gens, et t'en tirer comme ça? Je n'ai rien ruiné du tout. Vous m'avez drogué, et volé mon argent. J'ai rassemblé les preuves, et j'ai dit la vérité. La voix de mon père s'est élevée. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et tu le sais. Tu étais confus. Tu as sûrement pris un truc toi-même, et tu m'as mis ça sur le dos, parce que tu étais en colère à propos d'eux. J'ai la vidéo de la caméra Ring, qui te montre près de ma voiture à 4h52 du matin. J'ai ton flacon d'Ambien, avec ton nom sur l'étiquette de l'ordonnance. J'ai les relevés bancaires, prouvant que je t'ai viré 2400 €, et que tu n'as jamais réservé mon billet. J'ai un fils qui est un petit enfoiré vindicatif. Fais gaffe, ai-je lancé, en le coupant. Tu es filmé en ce moment même. J'ai pointé du doigt la sonnette Ring, que Vance avait installée sur ma porte, avant mon départ pour Porto Rico. Mon père a regardé la caméra, puis il a de nouveau posé les yeux sur moi, la mâchoire serrée. On pouvait le voir réfléchir à son prochain coup. Retire ce que tu as dit à ta mère. Dis-lui que ce n'était qu'un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Tu m'as drogué. Justine a tenté une approche différente. Sa voix était plus calme, mais toujours avec une certaine tension. Écoute, mec. Maman demande le divorce à cause de ça. Elle a pris la maison, elle a tout pris. Il vit dans une location pourrie. Son église l'a mis à la porte. Les gens refusent de lui parler. Tu ne peux pas juste laisser tomber? Non. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu attends de lui, à la fin? Rien. Je n'attends rien de lui. Je veux juste que vous me foutiez la paix, tous les deux. La voix de mon père s'est assombrie, devenant presque menaçante. Tu me dois 6200 € pour ces réservations. Et tu vas les payer. Mon avocat a déjà envoyé la lettre. Mon pote assistant juridique y a jeté un œil, ai-je répliqué. Il a dit que c'était de la foutaise. Alors, à moins que tu ne comptes vraiment me traîner en justice, et passer par la phase de communication des pièces, on n'a plus rien à se dire. On n'en a pas terminé, a craché mon père, le visage de plus en plus rouge. Loin de là. Tu te prends pour qui, pour croire que tu peux juste. Justine a posé sa main sur ma porte, sans la pousser, mais en appuyant sa paume contre le bois, pour bien marquer son intention. De l'intimidation physique. Tu dois arranger ça. Appelle maman, dis-lui que tu as tout inventé. Enlève ta main de ma porte. Ou quoi? Ou j'appelle la police, et je vous fais arrêter tous les deux, pour violation de domicile et harcèlement. Mon père a carrément ri, un rire amer et colérique. Tu vas vraiment appeler les flics contre ton propre père, et ton propre frère? J'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à composer le 911. Les yeux de mon père se sont écarquillés. Tu vas vraiment? L'opérateur a répondu. 911, quelle est votre urgence? Il y a 2 hommes à mon appartement, qui refusent de partir. Ils me menacent, et tentent de m'intimider. Les 2 ont immédiatement reculé de la porte. Monsieur, êtes-vous en danger immédiat, a demandé l'opérateur. Ils sont devant ma porte, en ce moment même. L'un d'eux m'a drogué le mois dernier. J'ai des documents médicaux qui le prouvent. Le visage de mon père est devenu livide. Il a tourné les talons, et s'est dirigé rapidement vers les escaliers. Justine l'a suivi, mais pas avant de m'avoir lancé un dernier regard noir, qui signifiait clairement que ce n'était pas fini. Monsieur, sont-ils en train de partir? J'ai observé par le Judas, jusqu'à ce qu'ils montent dans le Tao, et démarrent. Oui, ils sont partis maintenant. Souhaitez-vous qu'une patrouille se rende sur place, pour prendre votre déposition? Oui, s'il vous plaît. 2 agents sont arrivés 20 minutes plus tard. Un jeune, et une femme plus âgée, très professionnelle.
Je leur ai montré la vidéo ring de l'altercation, j'ai expliqué le contexte, la drogue, le vol, le faux message, et la lettre de mise en demeure. Ils ont pris des notes détaillées, m'ont posé des questions pour clarifier la situation, et m'ont donné un numéro d'incident. Vous devriez envisager de demander une ordonnance de protection, a suggéré l'officière la plus âgée, surtout compte tenu de l'incident précédent, et du fait qu'un schéma de harcèlement est en train de se dessiner. Comment on fait ça, ai-je demandé. Elle m'a expliqué la procédure. Des formulaires au tribunal, et une courte audience. J'en ai déposé la demande, dès le lendemain matin. Mercredi, j'ai déposé une plainte officielle à la police, et j'ai tout étalé. Le bilan toxicologique, la vidéo de la caméra ring, le flacon de médicaments, et les relevés bancaires. Un numéro de dossier m'a été attribué. L'agent a été franc avec moi. C'est entre les mains des inspecteurs, maintenant. Ça pourrait prendre des semaines, voire des mois. Les poursuites pénales ne se font pas du jour au lendemain. J'ai hoché la tête. Je ne m'attendais pas à une justice instantanée. Je voulais juste que la trace écrite soit officielle. L'ordonnance de protection a été accordée la semaine suivante. Mon père ne pouvait plus s'approcher à moins de 150 mètres de moi, ou de mon appartement. Justine n'y figurait pas au départ, mais après qu'il ait débarqué sur mon lieu de travail 2 jours plus tard, pour essayer de me ramener à la raison, j'en ai obtenu une pour lui aussi. Mon pote assistant juridique m'a aidé à envoyer des demandes de conservation des preuves à la compagnie aérienne, au complexe hôtelier, et à l'opérateur téléphonique. J'ai appelé ma banque, j'ai déclaré la carte volée, et j'ai ouvert des litiges pour fraude. Les répercussions sur la famille élargie ont commencé immédiatement. Ma tante a fait circuler l'information auprès de nos proches, mon oncle, ma grand-mère, et mes cousins. La semaine suivante, tout le monde savait que Victor avait drogué son fils avec des somnifères sur ordonnance, volé son argent, envoyé un faux message pendant qu'il était inconscient, et l'avait laissé sur le sol de sa cuisine, avec l'aide de Justine. Les réactions étaient mitigées. Certains m'ont cru tout de suite, d'autres étaient sceptiques. Quelques-uns ont essayé de jouer les médiateurs, suggérant que nous réglions ça en famille. J'ai refusé toutes leurs tentatives. Il n'y avait rien à concilier. J'avais été drogué et volé, par mon père et mon frère. Il n'y avait plus aucune famille à sauver. Le divorce de mes parents a avancé rapidement. Ma mère a eu la maison, la voiture, et la moitié de tout. Mon père s'est retrouvé avec le Tao, son plan d'épargne retraite, et une pension alimentaire mensuelle à payer. L'avocate de ma mère a demandé toute ma documentation, le rapport de police, les résultats toxicologiques, les vidéos ring, et les lettres de conservation des preuves. L'avocat de mon père a essayé de faire rejeter ces éléments, mais le juge a refusé sa requête. Justine a pris le parti de mon père, a emménagé dans la location avec lui, et a commencé à publier des messages sur les réseaux sociaux, parlant de fausses familles et de coups dans le dos. Je l'ai mis en sourdine. L'argent, les 1800 € en liquide, le virement de 2400 € et tous les frais annexes, j'ai fait une croix dessus. Une procédure civile m'aurait coûté plus cher que ce que j'aurais pu récupérer. Mais les conséquences ont continué à s'étendre. Les joies d'une petite ville. Mon père était diacre dans son église depuis 15 ans. Ma tante s'est assurée que le pasteur reçoive une copie du rapport de police. La direction de l'église lui a suggéré de prendre du recul. Il a complètement arrêté d'y aller. Trop de questions, auxquelles il ne pouvait pas répondre. Du côté de son travail, tout allait bien. Les RH s'en fichaient, tant qu'il venait bosser. Mais son réseau social s'est effondré. Les gars avec qui il jouait au golf, ont cessé de lui rendre ses appels. Les voisins détournaient le regard. A droguer son propre fils pour lui voler l'argent de ses vacances, ce n'est pas le genre d'histoire que les gens oublient facilement. Justine a subi des dommages collatéraux. Il était pressenti pour une promotion au poste de chef d'équipe. Mais il s'est mis à arriver en retard, à s'en prendre aux autres, et à accumuler les avertissements. Il s'avère que dormir dans des aéroports, et être démasqué en tant que complice de son père, ne fait pas des miracles pour la stabilité mentale. Mais ce n'était pas la seule chose. L'atelier a fini par l'apprendre. Pas de manière officielle, ni via une note des RH, juste par le bouche à oreille, typique des petites villes. Quand les gars ont commencé à demander à Justine s'il avait vraiment aidé papa à me droguer, son image de futur leader a volé en éclats. Personne n'a envie de confier une équipe à un tel ni à problème.
La direction n'a pas dit, c'est parce que tu as aidé à droguer ton frère. Ils ont simplement donné la promotion, en toute discrétion, à quelqu'un qui n'était pas en train de perdre les pédales. Justine m'en a tenu rigueur. Il a commencé à perdre pied. D'après des amis communs qui nous parlent encore à tous les deux, ma tante a complètement rompu les ponts avec eux. Justine avait toujours été son neveu préféré. Plus maintenant. Ma mère a essayé de me contacter à plusieurs reprises, dans les semaines qui ont suivi. Des SMS. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir cru au début. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait. On peut parler? Je les ai lus, mais je n'ai pas répondu. Elle m'avait traité de rabat-joie. Elle avait dit que c'était une bonne chose, que je ne sois pas venu. Ma propre mère, et elle n'avait changé d'attitude, que lorsqu'elle ne pouvait plus ignorer les preuves. Ça m'a dit exactement la place que j'occupais, à ses yeux. 4 mois ont passé. L'été pointait le bout de son nez. La lettre est arrivée un mardi. Une enveloppe simple, avec le sceau du comté dans le coin. Je l'ai ouverte en me tenant devant ma boîte aux lettres. L'état de nom de l'État, le comté de nom du comté. Dans l'affaire concernant Victor, 2 chefs d'accusation. Administration de substances intoxicantes sans consentement. Vol au second degré. Audience préliminaire fixée au 14 août. Je l'ai lu 2 fois. Pas parce que je ne la comprenais pas, mais parce que je voulais en savourer chaque mot. Mon nom n'était pas sur la lettre, j'y figurais en tant que victime. Mais quelque part dans le tribunal du comté, le nom de mon père était inscrit au rôle. Ses empreintes digitales étaient dans un système. Un juge allait lire un dossier avec son visage dessus, et décider de la suite des événements. J'ai soigneusement plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe, et je suis rentré. Je me suis préparé une tasse de café, je me suis assis sur mon canapé, et j'ai regardé par la fenêtre pendant un long moment. C'était réel maintenant. Ce n'était plus un drame familial. Ce n'était plus parole contre parole. L'État avait examiné ses actes, et avait déclaré, ceci est un crime. D'après ma tante, Justine l'a découvert une semaine plus tard, quand les inspecteurs ont débarqué à leur location pour poser des questions. Il a paniqué, il s'est mis à délirer sur les avocats, les accords de plaider coupable, et sur le fait que la situation devenait sérieuse. Papa lui a dit de la fermer, et de le laisser gérer ça. Aucun d'eux ne l'a bien géré. J'ai été promu à l'atelier de soudure, en tant que superviseur d'équipe, avec un meilleur salaire, et de bons avantages. Cal et moi avons commencé à planifier un voyage en Italie, pour l'année suivante. J'ai repris contact avec des amis, et j'ai recommencé à aller à la salle de sport. La vie a continué son cours. Puis les messages ont commencé. D'abord ceux de ma mère. Ton père veut s'excuser. Est-ce que tu peux lui parler, s'il te plaît? Je sais que je t'ai blessé moi aussi, et j'en suis désolé. J'aurais dû te croire depuis le début. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, elle a réessayé. Travis, je t'en supplie. J'avais tort. J'ai dit des choses horribles. Je suis ta mère, et je t'ai laissé tomber. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer tout ça. Je l'ai lu, je l'ai supprimé, et je suis passé à autre chose. 2 semaines plus tard, c'est mon père qui m'a envoyé un SMS, depuis un nouveau numéro. Travis, il faut qu'on parle. S'il te plaît, je suis désolé. Je l'ai bloqué. Quelques jours après ça, Justine m'a envoyé un long email décousu. Disant qu'ils avaient tous les deux fait des erreurs, que la famille tombait en ruine. Disant que je devais me montrer plus mature. Que papa était déprimé et s'effondrait, que maman était perdue sans moi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus de famille susceptible de tomber en ruine. Ils l'avaient détruite eux-mêmes. Ensuite, c'est ma tante qui a appelé. Ton père n'arrête pas de m'appeler en pleurant, pour me dire qu'il veut arranger les choses. Ta mère aussi. Elle est dévastée, mon chéri. Elle sait qu'elle a tout gâché. Je leur ai dit que je ne voulais pas m'en mêler, mais je te le dis, pour que tu sois au courant. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Ce que tu veux, mon chéri. Tu ne leur dois absolument rien, surtout après ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont dit. Mais si tu veux mon avis, ne leur réponds pas avant d'être prêt. Si tu le es un jour. Et je n'étais pas prêt. 1 mois plus tard, ma mère s'est pointée à l'atelier de soudure, et m'a interpellé pendant ma pause déjeuner.
Elle avait l'air fatiguée, et plus vieille que dans mes souvenirs. Travis, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais je te demande juste de m'écouter. Pourquoi je ferais ça? Parce que je suis ta mère, et parce que j'avais tort sur toute la ligne. Sur les choses que j'ai dites, sur le fait de ne pas t'avoir cru, et sur le fait d'avoir défendu ton père, alors que j'aurais dû te protéger. Tu m'as traité de rabat-joie. Tu as dit que c'était une bonne chose que je ne vienne pas. Tu n'as même pas cherché à connaître ma version, avant de supposer que j'avais laissé tomber la famille. Elle a tressailli. Je sais, et je me déteste pour ça. J'étais aveugle. J'ai choisi de le croire lui, plutôt que toi, et c'est impardonnable. Ouais, ça l'est, ai-je confirmé. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste, de me laisser essayer de réparer mes erreurs. Même si ça prend des années, et même si tu ne me pardonnes jamais. Je l'ai regardé pendant un long moment, j'ai vu les regrets, l'épuisement, et la douleur réelle qui l'habitait. Je ne suis pas prêt, lui ai-je dit. Peut-être que je ne le serai jamais, mais là, tout de suite, c'est non. Elle a hoché la tête lentement. Je comprends. Réfléchis-y quand même. Pour toi, tu m'entends? Pas pour lui. Pas pour moi. Pour toi. Elle est partie, sans ajouter un mot. J'y ai réfléchi pendant environ 10 secondes. La réponse était toujours non. 6 mois après le début de toute cette histoire, j'étais assis sur mon canapé avec Cal, en train de regarder un match, quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Un SMS. C'est papa. Je sais que tu m'as bloqué. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches. Que je comprends que ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai détruit notre famille. J'ai détruit ta confiance. J'ai détruit tout ce qui comptait. Justine et moi en sommes responsables. Je ne te demande pas de répondre. J'ai juste besoin que tu saches. Que j'en ai conscience. Je suis désolé. Je vais te laisser tranquille maintenant. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Cal. Tu vas faire quoi, m'a-t-il demandé. Rien. Tu ne veux pas répondre? Pour dire quoi? Merci d'avoir enfin admis que tu m'as drogué et volé? Merci d'avoir laissé maman penser que j'étais le problème. Cal a haussé les épaules. Je ne sais pas, mec. Peut-être que c'est exactement ce que tu devrais lui dire. Ou peut-être, que tu devrais juste laisser couler. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis je l'ai effacé. Et j'ai bloqué le numéro. Un autre SMS est arrivé 1 heure plus tard. Un autre numéro inconnu. Ma mère, cette fois. J'ai vu le message de ton père. Je sais que tu ne liras probablement pas ceci, mais j'ai besoin que tu saches que je ne cherche pas d'excuses, pour ce que j'ai dit ou fait. J'ai été cruel? Quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai choisi le mauvais camp. J'ai échoué en tant que mère. Je n'attends pas de pardon. Je veux juste que tu saches, que j'ai ouvert les yeux. Je vois ce que j'ai fait, et j'en suis désolé. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Même si tu ne me parles plus jamais. Je l'ai lu une seule fois, je l'ai effacé, j'ai bloqué ce numéro-là aussi, et je me suis remis à regarder le match. Cal m'a jeté un coup d'œil. Ça va, mec? Ouais, ça va. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais réellement libre. Ils avaient fait leur propre choix. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient. Mon père, mon frère, et même ma mère. Et je les avais crus. Je ne leur devais aucun pardon. Je ne leur devais aucune seconde chance. Je ne leur devais strictement rien. Ils allaient devoir vivre avec les conséquences de leurs actes. C'était leur problème maintenant, plus le mien. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous proposer encore plus de belles histoires. Merci.